Pour un plasticien, et ce que nous avons entendu avec Sylvie de la demande d'accès par rapport à l'utilité de cet objet, justement, c'est comment, par rapport à l'exclusion, un enfant, en fait, grandit dans l'émerveillement. Pour un plasticien, on lui offre de l'émerveillement. Ce qu'offre un livre, un livre, c'est une fenêtre sur le monde. Une œuvre d'art, c'est une fenêtre sur le monde, c'est une ouverture. Effectivement, les gens qui sont déjà aptes et qui, naturellement, les parents qui apportent du livre à la maison n'ont pas besoin de ce type de choses. Ce type de choses, c'est, on l'a remarqué l'autre jour, c'est l'enfant qui est attiré par ces couleurs, par cette sorte d'abstraction. C'est l'enfant qui va entraîner le parent à lui proposer un livre. C'est ce à quoi peut servir cet objet. En fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Ce qui fait que nous n'avons pas voulu répéter le livre, parce qu'il y a des illustrateurs absolument formidables, des auteurs de textes extraordinaires. Donc la question, ce n'était pas comment on dit, oui, c'est ça, d'illustrer le livre ou de le répéter, mais d'apporter quelque chose d'étonnant pour attirer le petit qui va prendre la main de ses parents pour lire avec lui. C'est pourquoi il y a le tuyau qui passe, etc. C'est pourquoi aussi on a visé quelque chose de très abstrait, parce que c'est l'enfant en grandissant et en allant à l'école qu'il perd finalement toute sa... L'enfant n'a pas d'a priori sur les choses. Dès qu'il commence à grandir, à partir de 7 ans, c'est redoutable. L'enfant a des a priori terribles. Il commence à devenir sérieux, il rentre dans l'âge de raison, et à ce moment-là, il voit ce qu'il a été conditionné à voir. Tandis que le tout petit, il va s'extasier devant un Miro, on aurait pu faire du Miro. Donc on a fait référence à des très grands artistes, volontairement, et à des formes totalement élémentaires, pour laisser cet imaginaire travailler et pour que c'est l'enfant qui fait le travail pour entraîner la culture. Et ça, c'est un peu la leçon que nous avons retenue d'Accès, Sylvie et moi, il y a 20 ans ou 30 ans. On avait fait un petit, peut-être vous l'avez rencontré, c'était un livre renversé, dans lequel on rentrait, qui étaient 2 grands châssis de toile, une sorte de tente de canadienne, et on passait les pages du livre pour rentrer dans cette petite tente, et c'était avec une girafe qui était comme ça, une signalétique, et un coffre avec toutes sortes d'objets magiques. Dans le coffre, il y avait les best-sellers choisis par les enfants, et Dieu sait que l'adulte va choisir des jolies images. L'enfant va cibler incroyablement le livre. Pourquoi Tannhauben, ça reste si moderne alors que c'est juste de la photographie tellement simple, mais c'est tellement élémentaire. Donc en fait, c'est autour de cette question, voilà, c'est autour de tout ça. Et il y a aussi tout un aspect qu'on a voulu développer, puisqu'on nous avait quand même demandé que ce soit utile. Donc pour nous, utile, c'était quoi? Ni une boîte à jeux, ni un mobilier. Ça devait être aussi utile dans le sens où Accès nous avait employé le mot de signal. C'est-à-dire que ça devait être aussi un objet qui signale la présence d'Accès et qui signale qu'il y avait quelque chose de spécifique autour de la petite enfance. Et on a voulu aussi faire en sorte que l'utile, ce soit dans le sens de l'appropriation directe des enfants et des adultes. Et c'est pour ça qu'on a des objets amovibles, c'est pour ça qu'il y a des petits espaces pour que les enfants puissent déplacer les objets, les enlever, éventuellement que les gens qui travaillent avec eux puissent rajouter leurs propres objets. Et on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien. Il y a quelques objets clés qui sont la main, le bateau et la matrioshka. On voulait un peu des sortes de formes, j'allais dire, un peu archétypales, qui évoquent le corps. Alors, les mains, on ne sait pas tellement, on n'a pas vu si les enfants s'en servaient, mais pour nous, c'était aussi lié à l'idée de la comptine, c'est-à-dire des jeux qu'on fait avec les mains, etc. Donc, peut-être bouger les mains et bouger les objets et jouer avec... Voilà, et les marionnettes à doigts, en fonction des histoires racontées. La barque, ça évoquait bien évidemment le voyage, mais il y avait aussi une espèce de forme. On a aussi travaillé avec, en plasticienne, c'est-à-dire en sculpteur et en peintre, avec des sortes une idée de l'esthétique générale de l'objet, plutôt du côté des constructivistes et des abstraits, pour avoir justement des formes qui étaient à la fois reconnaissables et qui pouvaient dire autre chose. Plus elles sont simples et en même temps avec des variétés de formes, plus elles peuvent devenir autre chose.
Et puis on s'est aperçu aussi c'est l'autre jour en observant les enfants la première fois qu'on l'a installé, on avait pensé à cette histoire de livre ouvert et d'armoire magique, etc. Mais l'autre jour, on a réalisé que la première petite fille qui est venue, elle s'est installée, sa mère était d'un côté, elle s'est installée systématiquement de l'autre côté. Donc elles étaient séparées tout en étant proches. Donc on s'est aperçu tout d'un coup, ça faisait aussi comme une espèce de petite maison avec des cloisons. Et que ce jeu sur je te vois pas, tu es loin, tu es près, avec le tuyau qui servait de lien, ça fonctionnait assez bien. Bon, le tuyau, on était parti de l'idée de la musique, hein, du son, de la voix. Et bon, ça a l'air de tellement bien fonctionner qu'on va peut-être en mettre un deuxième. Non, voilà, c'est juste un objet très symbolique, en fin de compte, et qui peut paraître inutile, je le répète, pour les gens qui manient bien le livre, mais qui ne l'est pas du tout. En fait, j'interviens très très souvent dans des stages sur qu'est-ce que c'est les arts plastiques et les bébés. Je parle tout le temps de l'émerveillement, je parle tout le temps de cette sorte d'ouverture d'esprit qu'a le tout petit. On a beaucoup à apprendre de lui. Et en art plastique, la façon dont il s'est si bien regardé, et je dis aussi toujours cette phrase, c'est que l'enfant, le problème pour les adultes, c'est que les yeux ont des paupières, et que plus on avance, plus les paupières se ferment, et l'enfant, lui, il voit tout. Donc il y a des petits détails à voir dans les interstices, et il va se raconter son histoire. Voilà, c'est tout. Et probablement, il y aura des utilisations auxquelles on n'a pas pensé, qu'on n'a pas prévues, qui vont nous surprendre. Et par exemple, comme utiliser les cuillères en bois, les objets en bois pour taper sur les caisses et faire de la musique, faire passer le tuyau dans le trou. Enfin, bon, voilà, on n'a pas tout anticipé, et on voit bien qu'ils vont l'utiliser de façon. Et puis, je dis eux, mais aussi les bibliothécaires, les adultes qui vont être avec eux. Il y avait quand même aussi l'idée que l'objet puisse s'adapter aux lieux dans lesquels on va le mettre, en fonction des tapis, en fonction éventuellement des objets qu'on peut rajouter ou enlever, s'il y a une thématique particulière, s'il y a, je ne sais pas moi, une réflexion autour de certains contes qu'on a envie de mettre d'autres objets. Il y a quand même l'idée que l'objet, il peut se transformer, enfin, il peut être adapté, il peut être utilisé de façon assez variée, aussi en fonction des lieux. Ça veut dire qu'il y a une personne qui raconte une histoire ou qui parle seulement, ou les deux? Ah, d'accord, donc il y a un petit entonnoir, d'accord. Coucou. Il était une fois. D'accord. Donc mère-enfant, enfin parent-enfant ou professionnel-enfant, enfin, d'accord. Enfant-enfant, oui. D'accord. Lors de la fête de la ville à Aubervilliers, il y a une compagnie d'artistes qui a utilisé ce concept pour raconter des contes. Donc, mais c'était pas un tuyau, c'était des bâtons, enfin comme des bambous. Et en fait, donc il rencontrait les gens qui passaient et il leur racontait, donc il leur tendait le bâton de bambou et leur racontait une histoire. Et c'était vraiment, enfin, ça m'a tout de suite, ça a fait écho. Voilà. Je peux répondre à cette question-là. Le tuyau, il sert à quoi? Parce que, avec un micro, mais justement, une des choses qu'on apprend aux bébés, et pour arriver à leur faire supporter la très grande frustration d'être si petits alors qu'ils sont entourés de gens si grands et si savants, c'est de faire semblant. Et donc le tuyau, il permet de faire semblant d'avoir un téléphone ou un micro ou un objet comme ça, hein, ou encore d'autres... Quand on disait tout à l'heure que Bachelard disait qu'un objet, c'était une théorie matérialisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont matérialisées dans ces dispositifs. Et une des choses que j'ai pensé au tuyau, chacun pense en fonction de ses fantasmes, c'est que pour moi, un des grands défis de la science, c'est pouvoir comprendre comment la langue orale rend audible la pensée. Ce qu'on est en train de faire dans ce moment-là, à travers de cette musique de ma voix avec tout mon accent, qui arrive à rendre audible une activité invisible de pensée. Ça, la science ne pourra jamais expliquer.
C'est une compétence naturelle. Et comment est-ce que l'enfant, il faut lui donner un dispositif pour rendre audible, etc. Les symboliques, parfois, ont besoin de matérialiser pour exister. C'est la mise en scène de ces phénomènes tellement inexplicables, rendre audible la pensée. Et c'est une phrase, mais la science ne pourra jamais expliquer ça. Dans notre idée, cet objet, si modeste soit-il au niveau de sa taille, il recrée un espace autour. C'est-à-dire que... comment dire, il dégage des rayons, des sortes de rayons d'action. Et alors, l'intérêt du sol, c'était ça, c'était un peu d'attirer, mais c'était de constituer un espace autour de l'objet. C'est-à-dire pas simplement l'objet lui-même, mais l'espace autour qui fonctionnait un peu comme un aimant. Et c'est pour ça qu'on tenait à ce que ce soit intéressant de tous les côtés, puisque de l'autre côté, on peut passer. Voilà, il y avait l'idée d'un objet qui... matérialise aussi un espace, donc qui encore matérialise quelque chose, un espace abstrait, mais dans lequel il se passe quelque chose de spécifique. Il y avait vraiment, dans l'intention, on va dire, du projet, il y avait cette idée et c'est là qu'on se différencie de l'exposition un peu frontale, c'était que ce soit un lieu habité, qui donne la place à la fois au livre, à l'enfant et puis aux parents. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'observer et de manipuler cette exposition, donc ce qui rend parfois, je pense, les questions un peu difficiles, puisque vous n'êtes peut-être pas assez approché de l'exposition. Ce qu'on vous invite à faire, parce qu'il faut que vous la manipuliez, vous allez voir, Sylvie parlait d'objets qui sont amovibles et d'autres qui sont fixes. Donc c'est très important dans l'approche, parce que justement, les enfants vont découvrir, c'est-à-dire que c'est un objet aussi surprenant. Il se dévoile pas immédiatement. Et cette expérimentation invite à l'exploration. Et ça crée des petites surprises. On essaie d'enlever le bateau, mais non, celui-là est fixe. En revanche, je ne sais pas si tu peux juste en enlever un, montrer un objet. Voilà, par exemple, celui-ci va être mobile. Et avec Marie, nous étions samedi matin à observer les enfants, parce que c'est la première fois que on était, Stéphanie et toute l'équipe de la médiathèque nous avait invités à venir pour regarder comment ça se passait, le premier contact avec cet objet. Et on a vu plein de choses. On a vu des enfants, cet objet qui n'a pas véritablement une signification immédiate. Chacun y projette ce qu'il veut. C'est devenu une glace. À un moment donné, c'est un crayon, une fois un bonhomme, et chacun y projette ce qu'il veut. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de cet objet, de ce que nous, on a pu en tout cas observer. Je trouve aussi que c'est un bel objet pour accompagner les professionnels à voir la lecture différemment, puisque moi, je travaille avec un public assistante maternelle et que ça peut les aider justement à comprendre que la lecture, ce n'est pas forcément un moment où l'enfant doit rester statique, et que c'est un moment où il peut bouger, manipuler. Voilà. Parce que nous avons discuté entre nous, il n'y a pas de livre avec. Donc il y a inévitablement une réflexion, des échanges que vous devez faire avec des personnes qui travaillent hors les murs, les assistantes maternelles, comment ça va se passer, le fond de livre aussi. Des listes, voilà. Hein, mais c'est vrai que le moment d'animation que nous avons vécu autour est très encourageant. Parce que vous posez ça, et à ce moment-là, il y a une attraction, quoi. Enfin, en rapport. Je ne sais pas du tout si c'est en rapport, mais ils vont choisir des livres particuliers pour aller entraîner les parents. Ça, j'insiste beaucoup sur cette chose-là. C'est l'enfant qui entraîne. Hein. C'est ce qu'on a constaté à chaque fois. Et je trouve qu'il faut le dire. C'était vraiment ça la commande, quoi. Et pour les objets, on se disait finalement, s'ils se perdent, eh ben, tant pis. Je veux dire que toute bibliothèque récupère des vêtements, des objets. Au bout d'un an et un jour, ça vous appartient. Hein. Vous pouvez les mettre là-dedans, les peindre, les mettre des porte-manteaux, transformer. C'est vrai que dans notre travail, et on l'avait fait précédemment aussi, on cherche vraiment l'objet qui ouvre. Pas l'objet qui ferme, l'objet qui autorise. En fait, l'art, c'est quelque chose qui autorise. Donc, c'est à vous de prendre possession aussi de ça.
Je pense qu'il y aura des appropriations multiples en fonction des professionnels de la bibliothèque, des programmes de la bibliothèque. Moi, si on me donnait cet objet à l'utiliser, moi je dirais comment créer un rythme de séance des mêmes enfants, 4 ou 5 enfants, toutes les semaines, tous les 15 jours ou une fois par mois, je ne sais pas, selon la disponibilité de la personne, des professionnels qui voudraient assister et des parents et des enfants. Bon. Et créer un rythme, parce que pour moi, le rythme, c'est extrêmement important. Le rythme dans un lieu spécifique, pour que les enfants puissent se souvenir que tel jour, la semaine prochaine, on va là, on se mémorise l'objet, on se mémorise les livres qu'on a lus, etc. Et ça, c'est très important, pouvoir créer une mémoire rythmique autour de la rencontre d'adultes, les livres et l'enfant, parce que c'est de ça qu'on se souvient quand on est adulte. Parfois, on pense, ce soir-là, quand ma grand-mère me racontait une histoire, etc. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut créer un rythme. Pour moi, un professionnel qui veut effectivement accompagner l'enfant dans la lecture individuelle, créer un rythme selon des possibilités des parents qui peuvent assister, si c'est le samedi, je ne sais pas, ou si c'est la grand-mère qui va venir, et tous les 15 jours, etc. Et le rythme, c'est important, parce que les enfants peuvent anticiper quand ils aiment quelque chose, ils anticipent, je vais aller. Et ça, donner la possibilité à l'enfant d'anticiper par rapport à un espace, une rencontre, c'est quelque chose d'humainement très important. Voilà. Ou le proposer, la raconterie, ou cet objet-là, ou le mettre. Nous, on travaille dans un relais d'assistante maternelle qui fait partie d'un espace famille où il y a un centre social. On a une salle polyvalente. Est-ce que c'est vraiment à destination des médiathèques? Et les médiathèques, les professionnels des médiathèques le proposent régulièrement parce que les assistantes maternelles vont une fois tous les 15 jours à la médiathèque. Je me dis comment on l'investit, où, pour qui, voilà. Avant animé, je fais un petit coup comme ça de complicité avec Sylvie Amiche, l'Observatoire du 93. Et je me souviens... Répondant à votre question, c'est vrai que ça pose énormément de questions. C'est l'occasion, je pense, de faire des réunions, même si on n'a pas matériellement, mais d'avoir la synthèse de la vie de chacun, etc. Je me souviens de personnes qui intervenaient dans l'Observatoire, qui racontaient toute l'histoire de leur projet. Et alors, on a discuté où on pouvait le mettre, etc. Enfin, qu'est-ce que c'était le mieux pour l'ensemble des services? Et bien, à un moment, elle dit, on a décidé que ça serait un coin central. J'ai trouvé assez joli ces jeux de mots. Alors, c'était un lieu d'accueil, effectivement, où ils avaient mis au milieu un coin central. Le coin, où sera le coin intime, ça peut être aussi dans un passage. Et je pense que c'est une occasion d'échanger la matérialité de cet objet aussi. Parce qu'on n'échange pas autour de n'importe quoi, on échange justement autour de quelque chose qui nous fait imaginer, comme ça vient d'être dit. Mais c'est bien un petit coin aussi dans un couloir. Parce que tous les lieux d'attente, justement, un lieu d'attente, c'est exactement justement pour entraîner le parent à autre chose. La question, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait un adulte, obligatoirement toujours quelqu'un à côté? Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a vu que les adultes se mettaient aussi en scène dedans, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont assis sur le petit siège, ils changent de fonction, ils sont eux-mêmes un peu quelque part, ils redeviennent aussi un petit peu des enfants. Pour revenir sur des questions matérielles, c'est vrai que la question de la place des objets, le fait qu'ils vont peut-être circuler, qu'ils vont peut-être disparaître, que les enfants vont partir avec, etc. On peut soit considérer qu'il faut toujours un adulte, ou on peut laisser l'objet vivre à sa guise, en sachant qu'il n'y a rien de précieux, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de... Il ne peut pas tomber. Voilà, c'est stable. Alors nous avons choisi l'emplacement en parlant avec les deux artistes. Et c'est vrai qu'on l'a installé dans le coin des tout-petits où il y avait des livres autour. Donc, ce qui donne la possibilité aux enfants effectivement de choisir les livres qu'ils choisissent dans ce petit module-là. Et ça fonctionne super bien. On l'a pas ouvert vers l'entrée.
On a vraiment fait en sorte que les enfants découvrent et se demandent ce que c'est. On a beaucoup joué sur la surprise. Donc, il n'y a pas de médiation. Au départ, on ne dit pas aller voir le module d'accès en bas. C'est vraiment les parents et les enfants qui sont surpris. J'ai un peu relevé des mots qui ont été dits autour de l'objet. Il y a eu « Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte à malice ?» ou « Qu'est-ce que c'est que cette cabane ?» Il y a eu « cabane ». Il se cache derrière tout de suite et il touche les objets, effectivement. Le bateau a beaucoup de succès, il crée beaucoup de frustration puisqu'ils essayent de l'enlever, ils n'y arrivent pas. Et puis nous, enfin moi je sais que, étant dans l'observation, je suis restée pas mal autour pour reloader l'espace, c'est-à-dire remettre le tuyau en l'air pour qu'il puisse... parce que c'est vrai qu'il va très très vite au fond de la bibliothèque, il reste pas forcément autour du module. Donc je le remets régulièrement, je l'ai remis régulièrement en présentation pour qu'il puisse s'en emparer et recréer les surprises. Et puis j'ai répondu aux questions lorsqu'on me les posait. Et sur le petit lapin aussi, qu'est-ce qu'était ce petit lapin, le logo d'accès. Et puis ça crée des discussions quand les questions sont posées. Et les enfants s'en emparent effectivement très très bien. Voilà. Et très vite. Et ils se cachent. Et effectivement, l'espace est observé de tous les côtés. Les ronds qui sont... le chevalet qui sert à retenir la structure, en fait, peut être aussi un petit labyrinthe dans lequel on passe. Non, c'est vrai que les cubes, alors les cubes sont des sièges, mais sont aussi des bacs à livres. Ils se transforment, c'est-à-dire ils sont observés dans les pleins et dans les vides. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, ils jouent aux bibliothécaires. Là, les petits de 15 mois, ils sont... En écoutant vos commentaires, je trouve que c'est extraordinaire que la motricité de l'enfant soit autorisée en même temps qu'il y a les livres, etc. Et cette activité motrice qui va se transformer lentement en pensée intériorisée et dans une intersubjectivité gratifiante. Et moi, je trouve que si ça permet ça, parce que parfois, la grande difficulté avec la lecture à haute voix, que nous, à Accès, on disait, la lectrice continue à lire même lorsque l'enfant s'éloigne, parce que de toute manière, il y en a 2 ou 3 qui écoutent la lecture, mais lui, il s'est éloigné, pas parce qu'il ne veut pas la lecture, mais parce qu'il a vu quelque chose d'autre qui est bon. Et ça, c'est cette activité motrice dans la proximité qui est là. Et c'est extrêmement intéressant que la lecture individuelle soit accompagnée du jeu, de jouer, et d'activités motrices. Et que cette activité motrice fasse un ensemble. Parce que nous savons tous comment l'enfant a des difficultés pour rester immobile. Et cette activité motrice est tellement inhérente à l'enfant, mais au fur et à mesure que l'activité mentale, symbolique s'intériorise, l'enfant a besoin de moins bouger, parce que c'est la pensée qui bouge, si vous me permettez l'expression. C'est quoi? C'est un objet unique à ce jour? Ou est-ce que c'est un objet que vous allez avoir en plusieurs exemplaires? Parce qu'on risque d'être plusieurs à être intéressés, à éventuellement souhaiter vous l'emprunter. Monsieur parlait également de rythme. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un objet pour une durée assez longue, idéalement dans nos structures. Est-ce que c'est quelque chose qui va être proposé en prêt, à la vente? Comment ça va se passer? C'est cela qu'on appelle proposer des formes ouvertes, des formes symboliques. Des formes où tout le monde peut retrouver... c'est toi-même, Marie, qui, quand tu parlais des premiers dessins d'enfants, il y avait je gribouille, je tape, je perce la feuille, je fais le carré, la maison. Elle est toujours pareille. Le carré, le rond, le triangle sont des formes essentielles, fondamentales, dans lesquelles on se construit complètement et qui sont un peu la base de tout et de tout l'imaginaire. L'imaginaire est quand même après, toute la narration est portée par le livre. Donc il ne faut absolument pas rivaliser avec dans une structure comme celle-là. Il faut quand même dire qu'on était parti sur 2 projets. Un deuxième projet qui était extrêmement différent, qui d'une certaine façon était une sorte d'isoloir, de cabane avec des pans en tissu. Voilà, comme une cabine. Voilà, le principe, c'était la cabine d'essayage, donc un lieu vraiment fermé, mais dans lequel on pouvait rentrer, et qui était beaucoup plus... l'idée, c'était qu'il ait aussi quelque chose d'un petit peu, pas effrayant, mais un peu plus mystérieux dans le sens noir, avec des sortes de petits éléments
presque comme des sortes de petits objets magiques accrochés à l'intérieur. Et donc là, on était, et avec une sorte de monstre dessiné, là, on était beaucoup plus dans quelque chose de, j'allais dire, une autre forme de représentation primaire. Hein. Et en fait, on avait deux pôles qui étaient complètement opposés. Et l'unanimité s'est tout de suite faite sur celui-là. Je pense aussi parce que du point de vue pratique, c'était un objet plus aisé, plus facile à utiliser, peut-être plus sûr. Mais on aurait pu très bien, comme Marie parlait du gribouillis, on aurait pu très bien aller du côté des formes élémentaires avec quelque chose de beaucoup plus gestuel, de beaucoup plus matériel, de beaucoup plus tactile. Là, on a opté aussi pour j'allais dire, on a choisi aussi une sorte de champ artistique qui était du côté de l'abstraction, du côté des artistes contemporains, des constructivistes russes, de Sol Lewitt, voilà, d'un certain champ d'art contemporain, parce qu'on pensait aussi que c'était une ouverture à cette forme d'art pour les enfants, peut-être aussi pour les parents, et parce que le rapport avec l'architecture, c'est-à-dire avec le lieu et l'espace, était plus évident avec ces formes-là. Hein, donc le côté géométrique, le côté structure, le côté maison, le côté... Voilà. Donc, ce qui n'empêche pas le mystère et qui n'empêche pas la réflexion. Mais disons que c'est une optique parmi d'autres. Et c'est vrai que l'autre objet était plus proche de ce qu'on avait fait il y a 20 ou 30 ans. Maison ouvre ta page, qui était plus sur le voyage et quelque chose de beaucoup plus, comment dire, voilà, ça s'appelait Petit livre en voyage. Il y avait la girafe, il y avait la tente, il y avait un tapis zèbre et il y avait un côté beaucoup plus axé sur les matériaux et le corps était sollicité de façon différente. Hein, là, il y avait vraiment l'idée que d'une certaine façon, plus on était dans l'abstraction, plus c'était l'imagination qui devait travailler. Et on a toujours, en tant qu'adultes, parfois nous avons l'impression que les enfants, qu'il faut les présenter des choses très simples aux enfants, parce que les enfants ne sont pas capables de capter l'abstraction, la condensation. Or, précisément, les enfants sont extrêmement condensés dans les activités qu'ils font. Pour moi, par le langage, par exemple, lorsqu'un enfant prononce par exemple, le mot « encore », avec le mot « encore », on passe toute la journée avec lui. Et c'est le mot « encore » qui permettent tellement d'activités. Qu'on est en train de manger, il y avait quelque chose en plus encore, ou pas encore, etc. On est au manège, la machine s'est arrêtée, il dit « encore », etc. On le met sur les épaules et on joue, on s'arrête, il dit « encore ». Bon, on le met sur la bouette pour faire un petit promenade, on s'arrête, encore, 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 encore. Il y a un mot qui permet la mise en scène d'une activité de pensée qui est ouverte, vous comprenez? Et c'est ça, les enfants sont capables par des constructions très simples. Un enfant, quand on arrive chez eux, à la maison, qui voit un paire de chaussures, il montre le paire de chaussures en disant « Papa ». L'enfant, il ne va pas confondre les paires de chaussures avec son père. Mais il utilise la présence de quelque chose pour renvoyer à quelque chose qui est absent, pour dire une condensation impressionnante. Et voilà, c'est ça l'activité symbolique de l'enfant, qui à partir des choses minimalistes peut faire des choses extrêmement complexes. Et je pense qu'ils sont extrêmement sensibles à cela. Il y a tellement de choses qu'on peut aller dans un autre sens, ça parle de manière différente. Jacob, on peut l'approcher. C'est juste une petite anecdote. Vous avez déjà vu des tout petits devant des tableaux de Miro, tout bleus, avec des sortes de... Ils éclatent de rire. Et babillent en montrant du doigt des petites choses et en racontant des choses à leurs voisins. Je me souviens d'une exposition où il y avait le troisième âge et des tout petits. Et le troisième âge regardait ces petits et du coup découvrait la peinture via les enfants. C'est vraiment ça notre travail. Ça tourne autour, c'est cette histoire de passage. D'ailleurs, ça c'est une porte de passage. On pourrait dire ça. Dans cet objet, donc, on utilise beaucoup de sens de l'enfant. Donc, Louis, effectivement, si on lui raconte les histoires de façon individuelle, le tuyau, la vue pour la couleur, le toucher pour les petits objets. Est-ce que vous avez également utilisé des textures parce que là, je vois les couleurs. Est-ce que les couleurs ont des textures différentes
Non, c'est juste la couleur comme un tableau en fait. Hein. Parce que c'est vrai que les livres d'enfants, on sait qu'ils touchent aussi énormément. Ça passe aussi beaucoup par le toucher. On a deux, trois. En fait, on a surtout des objets en bois parce qu'on voulait que ce soit solide, durable, bien fait. Donc il y a surtout des objets en bois, mais on a mis quelques éléments qui ont une texture, notamment cette espèce de cuillère à laquelle on a rajouté des cheveux avec du raffia. On a pensé justement que ça faisait. C'était aussi que visuellement, ça faisait une forme un peu brouillonne qu'on trouvait, comment dire, utile. Et il y a un peu de tissu. Et puis les textures, c'est surtout dans les sculptures du bois. Mais sinon, on s'est posé cette question-là, mais on n'était pas dans la logique du tapis de jeu et on avait peur que les choses s'arrachent. Voilà, mais on est. Oui, oui, c'est vrai qu'on. Parce qu'on a craint les choses qui s'arrachent. Ouais. Parce que la toile émerie, un peu de velours à la place d'une couleur. Mais là, on est quand même on serait dans le tapis d'éveil et on était tellement loin de ça dans notre imaginaire. Mais je trouve que c'est une idée à retenir. Parce que finalement, c'est un prototype. Hein. Il peut être à l'écoute des commandes, en fin de compte. Complètement. Mais c'est vrai que ça s'effrite avec le temps. Enfin, on a un problème de solidité parce que c'est un travail très artisanal, en fait. Hein. C'est pas pour excuser le prix de l'association Accès. On vous dit pas combien on leur vend, mais c'est un travail très artisanal qui est incontournable au niveau du temps et la question de la solidité, quand c'est artisanal, est très délicate. Et on a quand même largement privilégié la couleur et la forme. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la question des couleurs. Il y a je ne sais pas combien de couches, il y a je ne sais pas combien d'essais de couleurs. Et donc, c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a mis l'accent, sur la puissance, la beauté des couleurs. Oui, qu'on a travaillé ensemble aussi. Ça a été une commande, une commande avec beaucoup d'échanges. Et moi, je remercie les artistes parce que, en fait, c'est un objet qui se rapproche à ce qu'est l'objet livre aussi. Bon, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, sans les mots. Sans les mots, mais Tanaoban, il n'y a pas les mots non plus. Hein. J'avais envie, voilà, on parlait de Tanaoban, c'est pas n'importe quelle photo. Les photos peuvent être sans imagination, complètement plates. Moi, j'ai vraiment toujours dans les yeux les deux photos avec le chien en terre cuite, donc rendu pas dangereux. Et puis, bon, mais enfin, tout de même. Il a une gueule. Et puis, oui, je sais bien. Et alors, cette glace au chocolat qui va fondre. Oh, on salive. Attends, elle va tomber. C'est vraiment Et ça, c'est le talent de la photographe, de faire bouger et de faire raconter une histoire à partir d'une photo. Et qu'il y a des photos complètement plates. Et je trouve que c'est le talent, on a pris des artistes de talent. Et effectivement, ça se rapproche de ce que c'est, avec la spécificité d'artistes plastiques. Il n'y a pas les textes, mais ça raconte quand même, c'est un appel à raconter des histoires. Je voudrais dire un petit mot aussi sur les tapis. Personnellement, je suis vraiment, enfin, j'ai un peu honte de moi parce que j'ai une petite passion anti-tapis. Je veux dire, on a quand même eu notre action de donner des livres, des vrais livres, les albums de Tanaoban à la naissance, les albums en noir et blanc. Dieu sait si on a eu des problèmes à ce moment-là et Dieu sait si on connaît leur succès. Enfin, on s'est beaucoup battu pour les livres. Et là-dessus, il y a quand même eu une sorte de petite épidémie de tapis de lecture où on privilégiait des tapis pas beaux, pas fait par des grands artistes. Alors, je parlais à la bibliothèque. Quand on rentre à la bibliothèque de Chelles, il y a un merveilleux tapis. Je suis désolée, j'ai oublié le nom d'artiste, mais qui est fait en même temps pour les bébés. En même temps, il y a beaucoup d'établissements pour handicapés, entre guillemets, des choses pour les amblyopes, les enfants aveugles, des choses comme ça, avec le toucher. Et ce tapis est vraiment une œuvre d'art. Alors là, ça va. Mais se dire qu'on va faire, comme on n'est pas sûr que les livres marchent bien, etc., ou bien j'ai deux choses comme ça qui m'agacent un petit peu. Donc alors la formule tapis, qui est en même temps pièce géométrique, occupation de l'espace, alors ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on quand même, on a besoin de délimiter des espaces, mais de ne pas dire que c'est un appât pour aller vers le livre.
Le seul appât, c'est le livre. C'est Bonsoir Lune, quand on va par là, on voit les bébés foncer dessus, hein, on le sait. Voilà. Donc, merci pour l'élément tapis avec les grands abstraits russes ou, ou américains ou français. Si vous avez aussi un petit témoignage ou des remarques à chaud sur cet objet, ben, elles sont les bienvenues. Parce que je voudrais quand même insister sur le fait qu'une des caractéristiques d'accès, c'est la co-construction. C'est-à-dire que cet objet, oui, il a été imaginé, il a une identité et il ne vient pas de rien, mais en même temps, on va aussi se servir de vos remontées, des observations faites par les professionnels pour le faire aussi évoluer. Et ce petit R, parce que tu avais commencé à l'évoquer avec ce /0, c'est aussi pour montrer que c'est le prototype, R comme raconterie, numéro 0. À chaque fois qu'il y aura une commande, le numéro changera forcément et il y aura peut-être des modifications. L'idée, c'est que peut-être, hein, il n'y aura jamais le même objet, la même raconterie. Oui, la structure, on ne va pas la changer fondamentalement, mais il pourra avoir des éléments un peu différents d'une raconterie à l'autre. Ça serait une manière de profiter de ce que les enfants peuvent nous apprendre et faire que les enfants participent à la construction de cet objet dans le futur. C'est ça, c'est extrêmement important ça. Parce que, bon, il est là. Maintenant, les enfants vont s'approprier, chaque enfant va l'approprier d'une manière différente. Ça va donner une richesse considérable. Les enfants vont nous apprendre beaucoup de choses. Ça nous sert aussi pour affiner notre petit raisonnement par rapport à ce que c'est que le monde intérieur de l'enfant, comment il se construit, etc. Et en même temps, on fait participer aux enfants à la construction de cet objet. C'est-à-dire c'est une activité partagée. Oui, je voudrais, avant de finir, dire que cet objet a sa valeur en soi. On en vendra, on espère, un certain nombre d'exemplaires, mais donc et nous, on aime bien les petites expériences, donc ça nous alimentera. Mais d'autre part, on va aussi s'en servir. On est en train de discuter pour faire un dossier, en particulier dans le réseau Première Page, pour l'associer à ce que nous pouvons apporter accès par ailleurs, nos publications, comment monter un projet, comment ça s'est passé, des projets qui ont bien marché, avec accès, j'en ai cité quelques-uns, et aussi des projets qui ont marché sans nous, avec uniquement notre matériel, entre guillemets. Donc ça sera, on va voir, on est en train, il y a une sorte aussi d'emblème de drapeaux, un peu, enfin voilà, d'objets particulièrement significatifs et qui parleront pour nous avec là, de façon, alors là, c'est gratuit, quoi. Et ça pourrait être dans notre matériel. Voilà. Vous allez pouvoir voir la caisse en plastique. Donc, la boîte, enfin les trois parties se désolidarisent, se dévissent. Elles ont chacune une housse en tissu. Voilà, tu vas faire comme dans les avions. Donc là, il faut être à deux, mais c'est léger, mais il faut être à deux pour le monter. Voilà, les deux parties dans les grands trucs là. Et ensuite, les caisses gigognent, s'emboîtent les unes dans les autres et rentrent dans la caisse en plastique. Et les objets rentrent aussi dans la caisse. Donc, il y a une caisse et 3 colis entourés par ces tissus. Et en fait, il faut être deux pour le monter parce qu'il faut bien viser les charnières et mettre les petits papillons, mais c'est un quart d'heure de montage, pas plus. Et il y a juste une dernière chose, il y a des plaques en bois pour protéger les deux faces de la boîte. Et dans les housses, on glisse les éléments du tapis qui sont découpés de façon à ce qu'ils restent à peu près plans. Et bon, une voiture avec le haillon aplati, ça marche. Hein, on n'a pas besoin d'un camion. Et c'est léger. Le tapis, c'est des tapis de danse. C'est des tapis recto-verso spécifiquement faits pour la danse. Toutes les peintures sont inifugées, donc c'est les tapis aussi. Hein, ça vient d'un fournisseur de trucs pour spectacles, etc. Est-ce que pour nos partenaires qui n'ont pas la chance d'être là aujourd'hui, est-ce que celui-là, du coup, est-ce qu'on peut venir
quelque part pour le voir en vrai, parce que on va essayer de relayer nous à nos partenaires, mais est-ce qu'on va pouvoir donner un endroit pour aller regarder? Mais vous, donc, les mercredis matin, entre 10h et midi, et les samedis matin, entre 10h et midi, il y a un moment, en fait, qui est où nous, les bibliothèques, on se rend disponible pour accueillir les parents, les tout-petits, plus spécifiquement. Donc, vous êtes, si vous voulez, c'est là où il y a le plus d'enfants, de tout-petits, de toute façon. Donc, si vous voulez observer ce qui se passe autour de la raconterie, vous êtes évidemment les bienvenus. Voilà. Non, vous êtes pas, mais vous pouvez vous signaler, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Et on l'a installé au sous-sol, voilà, dans l'espace des tout-petits.